Madame, monsieur, bonjour et bien sûr bonne année 2016 à tous ceux qui étaient avec nous l'année dernière et qui sont de plus en plus nombreux de toute manière chaque jour. On commence un petit journal d'après réveillon un peu cool. Je serai tout seul pendant quelques jours, mais ne vous inquiétez pas. Je reviens en force dans quelques jours et vous aurez la surprise. En tout cas, c'est ce que je peux dire. Je vous signale que tout à l'heure, on aura, comme d'habitude, la charmante Catherine qui revient de son réveillon aussi, qui viendra donc nous dire les 8 leçons qu'il faut tirer. La dernière fois, c'était 7 héros à ne pas faire. Cette fois-ci, c'est 8 choses pour développer ou ne pas développer son entreprise. En tout cas, on va en parler avec elle. Sinon, bien, l'actualité, elle n'était pas tellement en sommeil, mais enfin, on va faire avec ce qu'on a. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse au sujet de la carte scolaire de la rentrée 2016, puisqu'on y pense déjà, même si les enfants sont rentrés aujourd'hui, c'était les vacances, mais on pense déjà à la rentrée 2016. Et l'alerte sociale a été déposée par des organisations syndicales de l'éducation. Jeff Taylor et Maxime Morel étaient sur place. Reportage. Suite à la décision du gouvernement de fermer les 35 postes dans le second degré et de créer aucun poste dans le premier degré, l'ensemble des organisations syndicales du département se sont réunies pendant les vacances de Noël et nous avons décidé dès la rentrée donc, de nous mobiliser, d'appeler les collègues donc, à se mobiliser. Et donc dès aujourd'hui, nous déposons une alerte sociale auprès du recteur pour qu'il puisse effectivement être en mesure de renégocier des créations de postes aussi bien dans le premier degré que dans le second degré et faire que justement l'ensemble des difficultés que nous rencontrons au niveau du système éducatif en Guadeloupe puissent être résolues. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une première étape de la mobilisation générale à laquelle nous appelons les enseignants pour véritablement dénoncer la carte scolaire 2016. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. On crée 6 639 postes au niveau de la France hexagonale et au niveau de la Guadeloupe, nous en supprime 35. Donc c'est une situation inadmissible. Il est temps qu'on se mette debout, qu'on se mette ensemble et qu'on mette à côté toutes les velléités syndicales et qu'on fasse un front commun pour dénoncer cette carte scolaire. Il ne peut pas y avoir de langage différent face à cette démolition de l'éducation en Guadeloupe. Suppression de postes, 35 suppressions de postes au second degré, pas de création de postes au premier degré. C'est clair que le signal il est fort par le ministère. C'est un signal qui nous a été lancé. La Guadeloupe n'est pas une priorité. L'éducation en Guadeloupe n'est pas une priorité en France. Ça, on l'avait déjà compris depuis des années. Mais je crois que maintenant, les éléments sont bien réunis pour que l'intersyndicale réunie, eh bien, à ce moment-là, puisse dénoncer cette situation qui ne peut plus perdurer parce que je crois que la jeunesse guadeloupéenne mérite mieux que cela. C'est un combat qui est juste. Quand on voit le traitement qui nous est réservé, je rappelle que nous allons subir 35 suppressions de postes. Quand on connaît le contexte de la Guadeloupe, le contexte social, le taux d'échec, ou en tout cas l'absence de réussite au niveau où on le souhaiterait, nous estimons que le traitement qui est fait à la Guadeloupe est un traitement injuste. C'est pour ça que toutes les organisations, le SNCL, FAEN y compris, ont décidé de se mobiliser pour faire entendre à la fois au recteur, à la fois au ministre, mais aussi à la population, puisque ce sont des élèves que nous devons gérer, avec des moyens en moins. Quand on sait que la réforme des collèges arrive aussi, nous estimons que c'est des créations de postes qu'il fallait bien évidemment mettre en Guadeloupe et pas des suppressions de postes. Donc nous sommes mobilisés, c'est le début d'une mobilisation générale. Voilà, donc dans les semaines qui viennent et probablement jusqu'au mois de juin, on parlera encore de cette carte scolaire et des problèmes si rapportants. Incendie donc à la ferme de Thibault, la ferme que tout le monde connaît. Un violent incendie s'est déclenché hier soir donc à Petit-Bou aux environs de 23h dans un local technique qui se trouvait sur le terrain de cette ferme de Thibault en dépit des dégâts matériels considérables. Heureusement, aucune victime ne serait à déplorer. Plus d'informations avec Yanis Pekino qui était sur place. Je crois que le sujet n'est pas tout à fait prêt. Alors, on va parler des soldes puisque nous entrons dans la période des soldes. Le top départ a donc été donné, Catherine, ce matin. Nous voilà plongés donc, dans les soldes depuis le 2 janvier. Effectivement, tous les magasins des centres commerciaux sont en solde. On sait que généralement, les commerçants de la Guadeloupe ne sont pas très satisfaits de ces dates et se plaignent du fait que les soldes arrivent au moment où les gens ont les porte-monnaies plutôt vides. Comme chaque année, nous pourrons profiter, en tout cas on l'espère, de ces soldes et des réductions dans tous les magasins. Et
cela jusqu'au 12 février. Donc, si vous êtes revenu de croisière, vous pensez y aller, ben après votre retour de croisière, vous avez encore le temps de profiter de ces soldes. Il semblerait même tout de même que la période, je le disais, ne soit pas toujours bien accueillie par les commerçants de la Guadeloupe. Jeff Taylor et Maxime Morel se sont rendus sur place et ont interrogé les Guadeloupéens. En tant que commerçant, on est toujours optimiste. On se dit que bon, voilà, les soldes, on attend les soldes chaque année pour un peu booster le chiffre d'affaires des magasins. Mais faudrait-il que les gens suivent aussi, parce que souvent on dit les soldes, mais en Guadeloupe, les gens ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire que les gens préfèrent partir aller faire les soldes en France, ils préfèrent partir faire les soldes à Saint-Martin, mais il ne faut jouer pas le jeu pour en Guadeloupe. Parce que sachez aussi que si vous ne faites pas fonctionner votre pays, sachez que les petits qui arrivent plus tard n'auront pas de boulot. Et ce sont les soldes, les soldes et aussi les jours qui sont passés où on ne fait pas de soldes qui font fonctionner les magasins. Et les soldes, en général, c'est censé faire booster le chiffre d'affaires. Optimiste pour les soldes, c'est un bien grand mot. Je pense que les soldes sont mal placés. Ça fait des années que je le dis. Premièrement parce qu'on copie la métropole alors qu'on a un différentiel avec le climat, la saison touristique également. Et deuxièmement, parce que par rapport aux dernières soldes, c'est trop rapproché. Donc, je pense qu'il faut revoir les dates. Optimiste, il faut l'être parce que 2016 ne peut pas être plus mauvais que 2015. Et que j'espère que tout va s'arranger. Est-ce que je suis optimiste? Oui, je suis toujours optimiste. Je pense que ça va marcher. Qu'on aura beaucoup de clients dans la ville. Surtout que maintenant, on a une association de commerçants qui est très active et qui feront tout pour faire venir la clientèle dans la ville. Je n'ai pas encore vraiment regardé, mais peut-être que oui, ça peut le faire. Parfois on fait de bonnes affaires, comme parfois on ne fait pas de bonnes. Donc, Vous n'avez pas trop dépensé pendant les fêtes? Non. Vous avez gardé un petit peu pour les fêtes? Voilà, tout à fait. Non, pas du tout, je sais gérer. Oui. Et vous pensez que les soldes qui tombent juste après les fêtes, c'est une bonne chose? Non, pas du tout. Pour les porte-monnaie, non, pas du tout. Eh bien, parce que, bon, les gens qui ont des enfants, voilà quoi, c'est pas facile, hein. C'est difficile parce que les gens ont déjà beaucoup dépensé, peut-être qu'ils ont moins de ressources. C'est peut-être pas la bonne date. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Décaler un petit peu, peut-être en fin de mois où les salaires sont versés. Il n'y a peut-être pas beaucoup de ressources en ce moment, comme j'ai dit. Après les fêtes comme ça, c'est un peu difficile. Très difficile, c'est trop près des fêtes. Il faut décaler facilement de bonnes semaines. Voilà, il est 13h05. Vous êtes toujours dans le ZCL de ce lendemain de réveillon et j'espère que vous êtes aussi bien réveillés que moi. Et je disais donc justement qu'il y avait eu cet incendie à la ferme de Thibou, un incendie très violent qui s'est déclaré aux environs de 23h dans un local technique qui se trouvait sur le terrain de la ferme. Donc, en dépit des dégâts matériels qui sont très importants, pas de victimes à déplorer. Et c'est tant mieux. Reportage avec Yanis Péquigno qui s'est rendu sur place. Nous travaillons ici sur ce site-là depuis déjà plus de 15 ans. La ferme Thibou existe, la partie des animaux, il y a de ça 15 ans. Et la partie restauration et activité ludique, il y a à peu près 10 ans. Voilà. Alors concrètement, aujourd'hui, nous sommes à plat. On est au sol, qui veut dire le plus beau des bâtiments où les enfants venaient se réfugier en cas de pluie, ou éventuellement se restaurer, ou des parties pédagogiques, a pris feu, ou on a mis feu dedans. On ne le saura peut-être jamais, mais pour l'instant, je pense que le malin, l'imbécile, le tébé qui a fait ce coup-là, d'accord, n'a sûrement pas de maman, ou éventuellement n'a pas d'enfant. On serait parti qu'effectivement que c'est dû à un coup de circuit. Bon, c'est vrai, nous ne sommes pas EDF, nous sommes Solaire déjà 1. 2, mais qu'on constate effectivement que le conteneur a été vandalisé. La petite chambre, une simple petite chambre où il n'y a jamais rien dedans, à part un lit, un ventilateur et une télé, a été aussi vandalisée, malproprement. D'accord? Je dis c'est dommage. Dommage de faire autant de méchanceté, tout en sachant que si c'est un Guadeloupéen, moi aussi je suis Guadeloupéen aussi. Jusqu'à maintenant, je dis tous les jours que je suis un enfant de Dieu, on fera, c'est ce qu'il y a à faire, hein, après les gendarmes, après les assurances, et on va reconstruire normalement afin que nous soyons opérationnels pour le mois de juillet. Voilà, 13h07 dans ce ZCL et on peut se poser des questions sur l'avenir de ces animaux qui sont à la ferme de Thibou. Sinon, bien, on va tout de suite revenir à notre chronique habituelle puisque Catherine est déjà là. Catherine, bonjour. Bonjour Danick. Et donc aujourd'hui, on va voir un peu ces conseils
nécessaires pour être top, c'est ça? Pour être le numéro 1, Danick. Numéro 1 dans l'entreprise. Le number 1 de l'entreprise. Voilà. Est-ce que c'est compliqué d'être numéro 1? Écoutez, non, c'est très simple. Ce sont des conseils qui paraissent évidents, mais simplement qu'il faut simplement appliquer. Voilà. On vous écoute alors. Donc écoutez, déjà permettez-moi de vous souhaiter et de souhaiter à tous nos téléspectateurs une belle et lumineuse année 2016. Donc en général, nouvelle année égale nouvelle résolution, Danick. Tout à fait. Parmi vos résolutions, vous envisagez certainement d'être le numéro 1, le number 1. Et vous avez bien raison. Donc voilà quelques conseils. Ça me rappelle un slogan. Number 1, numéro 1 des pièces. Voilà. Donc voilà quelques conseils, mon cher Danick, pour y arriver. Donc premièrement, viser le sommet. Donc la première erreur qu'on puisse commettre est de ne pas essayer. Et la seconde est de viser trop bas. Donc il faut avoir de l'ambition en fait. Il faut avoir de l'ambition, il faut viser très très haut. Donc pensez avoir un produit innovant, vraiment innovant c'est bien, mais il faut avoir d'emblée de l'ambition, c'est-à-dire l'ambition de devenir leader sur le marché. Donc il ne faut pas être frileux, il faut vraiment se lancer. Il faut être ambitieux. Donc trop d'entrepreneurs jouent la prudence en se disant que les choses viendront en leur temps. Sauf que nous vivons dans un monde où les choses changent très vite et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place, Danick. Donc s'auto-limiter, c'est la garantie d'être un acteur de seconde zone dans une compétition qui est maintenant mondiale. Et si on échoue? Alors, ne vous laissez pas arrêter par un échec. On peut avoir un échec. On peut avoir un échec. Et d'ailleurs, les échecs font partie de la vie d'une entreprise. Donc, il faut les considérer comme une phase d'apprentissage. L'essentiel étant d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les répéter. Donc, quand on demande aux gens de parler de leurs échecs, en général, on se rend compte en gros qu'il y a deux sortes de personnes. Donc, premièrement, celles qui vont vous dire que c'est la faute aux autres, qu'elles n'ont pas eu de chance, qu'on ne les a pas laissées faire. Et deuxièmement, donc celles qui sont lucides et qui ont pris du recul sur elles-mêmes. Mais écoutez, c'est la seconde catégorie qui a raison. Prenez du recul, analysez vos échecs pour mieux rebondir. Alors, troisième conseil. Sachez vous entourer, Danick. Donc, à l'école, on nous apprend souvent à travailler sur nos faiblesses. Mais dans le monde de l'entreprise, il vaut mieux se concentrer sur ses forces et recruter des gens très compétents dans leur domaine. Donc, par exemple, Danick, vous n'êtes pas très à l'aise sur le plan technique, alors recrutez des collaborateurs compétents. J'y penserai. Voilà, ne devenez pas votre propre goulot d'étranglement. D'accord. Alors, ces trois conseils, le quatrième, j'imagine, il est matériel? Il est matériel. Ouvrez votre capital. N'ayez pas peur d'ouvrir votre capital. Donc, par peur de perdre le contrôle, les chefs d'entreprise rechignent souvent à avoir des associés ou à faire appel à des investisseurs. Il est vrai qu'on devient entrepreneur pour gagner en indépendance, mais refuser de partager l'aventure avec d'autres personnes, c'est se priver souvent de moyens financiers qui sont nécessaires au développement de votre entreprise. Cinquième conseil, Catherine. Intéressez votre personnel aux résultats de l'entreprise. C'est très important. Donc, beaucoup de chefs d'entreprise sont réfractaires à cette idée, mais pour continuer à faire venir des talents dans votre entreprise et les garder, il faut les associer nécessairement aux résultats de l'entreprise. Donc, en acceptant de partager ces résultats avec eux, vous motivez votre personnel. Donc, vous vous entourez de collaborateurs compétents et vous allez les fidéliser. Donc, cette action a un impact très fort sur la qualité des gens que vous allez recruter et donc des conséquences directes sur la croissance de votre entreprise. Donc, responsabilisez les collaborateurs. Donc, en responsabilisant les collaborateurs, ils seront encore plus impliqués dans la vie de l'entreprise. Eh bien, résultat, Danick, vous ferez fondre votre turnover et vos frais de recrutement vont diminuer. Alors, vis-à-vis de ces collaborateurs, quelle va être l'attitude à l'intérieur de l'entreprise? Alors, privilégier le dialogue au sein de l'entreprise, c'est une première chose, mais le dialogue à l'extérieur de l'entreprise. Donc, j'explique. Donc,
Les chefs d'entreprise n'ont pas, par exemple, toujours le temps de se consacrer à des organisations patronales, parce qu'ils pensent qu'adhérer à ce type d'organisation est souvent réservé aux grandes entreprises, donc aux entreprises qui sont déjà pérennes, prospères et bien établies. Eh bien non, parce que ces organisations permettent aux entrepreneurs de partager leur expérience et d'échanger sur des points précis avec un vrai retour sur investissement. Parce qu'il faut savoir, Danick, que dans ces organisations patronales, beaucoup d'événements sont organisés et permettent aux entrepreneurs de rencontrer leurs pairs. Donc c'est un lieu de parole où les chefs d'entreprise peuvent dire les choses sans faux semblant. Alors vous êtes en train de me dire là que désormais, à l'intérieur de l'entreprise, il faut établir un dialogue permanent avec ses salariés? Aussi, un dialogue permanent avec ses salariés, c'est fondamental. Donc les intéresser aux résultats, mais aussi dialoguer, avoir une approche managériale différente, beaucoup plus intégrée, un management beaucoup plus participatif. Si vous voulez, ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. J'ai bien l'impression. Ça va être intéressant. Alors, par rapport au marché, quelle attitude à avoir? Ça va être, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, le 7e maintenant. Le 7e, innover et adaptez-vous au marché. Donc la concurrence offre un challenge permanent à l'entreprise. Donc c'est un moyen de remise en question positif qui doit avant tout être apprécié comme une source de dépassement et de progression continue pour l'entreprise et non comme une contrainte. Donc l'inertie est le principal danger qui menace la position dominante d'une entreprise. Donc pour évoluer et être toujours plus performant et rester numéro 1, il ne faut pas se contenter de premiers succès et croire que le leadership acquis est durable. Non, il faut être à l'écoute du marché, c'est-à-dire observer la concurrence d'une part et les besoins des clients pour anticiper. Donc une innovation, par exemple, Danick, peut être simplement un changement dans votre offre. On peut prendre l'exemple d'un peintre qui peut proposer des peintures écologiques et sans odeur. Donc le faire, c'est bien, mais le dire, c'est encore mieux, surtout si la cible est particulièrement sensible à l'argument. 8e conseil, peut-être l'avant-dernier ou le dernier, je ne sais pas. Ça sera l'avant-dernier, accroître sa visibilité. Et ça, je sais que ça va vous parler, Danick, car la réussite dépend aussi de son aptitude à se faire remarquer. Bonne question. Ça vous parle? Oui, ça me parle, effectivement. Donc, il faut accroître, Danick, votre visibilité. Donc, utilisez les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, merci. Oui. Donc, il faut faire le buzz. Oui. Il est aussi possible de développer des partenariats avec des blogs influents et des sites de médias online. Je crois que vous savez de qui vous parlez. Bon. Absolument. Merci. Vous pouvez suivre mon regard. Oui, suivez-le. Ceci dit, faites attention au bad buzz. La qualité doit être au rendez-vous, Danick. Alors, vis-à-vis du client, parce que finalement, vous avez parlé de l'intérieur, de la visibilité, du rapport de dialogue à l'intérieur avec les salariés, des bons choix, mais alors avec le client? Soignez la relation avec votre client. C'est fondamental. Donc, tout commercial sait que fidéliser un client coûte 5 à 6 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. C'est clair. C'est très important, c'est très intéressant. Et c'est logique d'ailleurs. Et c'est logique. Alors, un service client d'excellence est une des clés de la réussite. Donc, le conseil et le service après-vente rassurent et fidélisent la clientèle. Donc, pour qu'il soit de qualité, il faut être attentif à la valeur apportée au client et non à la seule productivité. 9 conseils donnés par Catherine. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, écoutez, on peut dire qu'un entrepreneur qui joue son rôle de capitaine, qui est capable d'entraîner derrière son projet d'excellence tous ses salariés et qui sait faire passer son entreprise avant son ego, a toutes les chances de réussir. Une petite question qui n'a rien à voir, Catherine, avant la phrase du jour. Et si les politiques utilisaient ces méthodes? Écoutez, j'ai pensé aux dernières élections pour ne rien vous cacher. Je me demande même si vous n'avez pas fait cette chronique en pensant aux dernières élections. Quand je regarde la dernière relation, le dernier point. Eh bien, écoutez, mon cher Danick, disons que j'ai pensé à notre dernière campagne électorale. Oui. D'accord. Absolument. Alors, quelle sera la phrase du jour? Terminé. Tourne-toi vers le soleil, l'ombre sera derrière toi. Donc, c'est un proverbe maori. D'accord. On vous retrouve lundi prochain? À lundi.
Oui, à lundi. Merci Catherine, il est déjà 13h17, on continue le ZCL et cette fois-ci on va parler des doggy bags. Je ne sais pas, Catherine, vous savez ce qu'on appelle un doggy bag? C'est une façon d'emporter ses restes au restaurant. Oui, quand vous allez au restaurant, voilà. Au restaurant connu, vous n'avez pas terminé, en général, on vous donne un petit sac. Alors cette loi, une loi qui entre en vigueur en ce début de 2016, depuis le 1er janvier, donc depuis 2 jours, les restaurants devront nécessairement aujourd'hui fournir un doggy bag aux clients qui souhaitent repartir avec leur reste. Pas à peine de venir avec vos Tupperware encombrants, rouge, vert ou jaune, même si cette pratique est courante dans d'autres pays. Comment est-elle perçue par les restaurateurs et les consommateurs guadeloupéens? Mais c'est la question qu'a posée Yanis Pekino et Nicolas Hachi. Leur reportage tout de suite. Le doggy bag, on ne le pratique pas toujours. Évidemment, c'est quand un client veut partir avec le reste de sa nourriture. Nous, on l'autorise quand on est certain que le client va rentrer chez lui directement, sachant qu'on est un restaurant de viande, ce sont des produits assez spécifiques, assez fragiles. Donc, si c'est un client qui sait qu'il va ou faire du shopping ou retourner travailler, on ne va pas être d'accord pour lui faire un doggy bag. Pour un client qui, bien sûr, rentre chez lui tout de suite, ça va être oui. Généralement sur une viande bien cuite. Sur des travers de porc sûrement, mais tout ce qui est carpaccio, tartare, ce sera non. Tout ça pour la sécurité alimentaire. Les risques sont pour lui. Après, est-ce qu'il ne va pas être malade ou quoi que ce soit? Après, c'est lui. Nous, on est vraiment là pour la prévention. Et du moment où le client est parti avec sa viande, il est responsable de ce qui peut se passer. On n'a pas de chiffres puisqu'on n'a pas véritablement regardé. C'est vrai que nous, on a quand même des assiettes relativement copieuses. On a des déchets plus sur les enfants, mais généralement les adultes, ils mangent ou ils partent avec ce qu'ils peuvent emmener. Mais pour l'instant, on n'a vraiment pas étudié ce côté déchets et pertes qu'il peut avoir. C'est une excellente idée parce que ça permet soit de le donner, de le conserver, soit de le donner à des animaux si on a des animaux avec soi, et puis ça évite de gaspiller. Donc je trouve que c'est une excellente idée. Ça se pratique déjà dans pas mal d'autres pays et c'est vrai que c'est excellent. Ouais, moi, je suis totalement pour. C'est la meilleure des choses, ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gaspillage, comme vous avez dit. Donc, si on peut ramener le reste à la maison, soit pour donner aux chats, aux chiens ou aux personnes qui n'en ont pas, je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire. Voilà, c'était donc ces doggy bags. Alors, il faut savoir quand même quelque chose. Alors, premièrement, Catherine me le disait en off, que beaucoup de Guadeloupéens ont un complexe ou une sorte de gêne à venir avec leur doggy bag. Donc, désormais, venez avec des sacs azote, les oreilles manger. S'il en reste, mais vous en mettez dans votre petit sac. Alors, il faut savoir tout de même, quand même, que cette pratique est obligatoire pour les restaurants qui servent un minimum de 150 plats par jour. Voilà, c'est dit. Et on va pratiquement terminer avec l'ouverture du carnaval. C'était hier dans les rues de Pointe-à-Pitre, un peu partout. Les groupes habituels ont défilé. On a vu Akiyou. Je ne sais pas si Gambo All Star était là. Catherine, vous ne savez pas? Oui, Gambo All Star est sorti. Ils sont sortis? Oui. Vous y étiez? J'étais là en tant que spectatrice. Spectatrice maintenant, pas actrice. En tout cas, on termine ce ZCL un petit peu spécial du lendemain du réveillon, vous l'aurez compris, avec cette sortie des groupes Carnavalex. C'était hier dans les rues. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être déjà présente pour ce premier ZCL en solitaire et en solo. Ne vous inquiétez pas. La suite arrive très bientôt. Merci en tout cas de votre attention. Et Catherine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Danick. Voilà, bonne semaine. Salut.